Tov et Tov à tout le monde, merci de m'avoir invité ce soir. Et on m'a demandé de traiter avec vous, de réfléchir avec vous sur un thème qui est lié à l'éducation, en précisant quelque chose, en me disant ils en ont assez des cours sur le Shlom Bayit. D'accord hein? Donc c'est très bien, je sais de quoi je ne dois pas parler ce soir. Et réfléchir avec vous, donc qui êtes toutes et tous des jeunes couples, et même si on est moins jeunes, mais on a l'âge de nos projets, comme disait le Rav Sitruk. Évidemment, la question, elle est de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait réfléchir sur ce domaine-là. A priori, ce n'est pas un sujet qu'on aurait besoin d'aborder. Pourquoi ? Parce qu'on a tous été éduqués, on a grandi. On est a priori des personnes qui se sont inscrites dans un système, dans une société. On a construit une famille. Donc, au fond, on pourrait très bien se dire, voilà. Je me rappelle de ce qui s'est passé, je vais reproduire. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'éducation nous confronte à des enjeux qui sont complètement nouveaux. Vous savez que dans la Torah, il y a des mitzvot, il y a des commandements. Et ces commandements-là n'ont jamais bougé dans l'histoire. Traduction, si vous regardez le loulav, les téphilines ou les tzitzit de personnes qui vivaient il y a 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800 ans, c'est la même chose. Peut-être que les qualités seront légèrement différentes, mais au niveau du concept, c'est la même chose. Par contre, il y a une mitzvah de la Torah qui n'arrête pas d'évoluer, et c'est un enseignement que fait remarquer un des maîtres qui s'appelle Rav Yaakov Kabinetsky, et c'est quoi ? C'est tout ce qui a trait à l'univers de l'éducation et de la transmission. En effet, il y a la nécessité absolue de reconstruire le modèle de transmission fonction des univers dans lesquels nous sommes. Et je parle bien ici de transmission. On va essayer de rentrer dans le concept de l'éducation, mais je voudrais d'abord ouvrir sur l'idée de la transmission. Lorsque l'on parle de transmission, on ne parle pas juste de donner à nos enfants ce dont ils ont besoin pour eux, mais de faire en telle sorte que ce qu'on va leur donner, ils aient le désir et l'envie de le transmettre par la suite. Vous savez que lorsque Ben Gurion a posé la question de savoir qui est juif, au début de l'État d'Israël, puisqu'avec la fameuse loi du retour, il fallait bien savoir quels étaient les juifs qui allaient bénéficier de cette loi du retour, il a posé la question qui est juif. Et ça fait l'objet d'un grand débat. Ben Gurion s'est tourné vers de multiples personnalités du monde juif, quelles qu'elles soient, et a entendu les réponses de chacun et de chacune. Et puis, il est arrivé à la conclusion qui était la sienne, qui ne correspond pas nécessairement à la définition telle que la loi nous la donne, mais on pourrait dire que celui qui est juif, c'est celui dont les enfants seront juifs. C'est-à-dire celui qui aura reçu une éducation qui lui aura donné le désir de transmettre. Et l'enjeu, au fond, ce n'est pas penser à l'histoire de nos enfants, mais de nos petits-enfants. C'est-à-dire comment nos enfants vont-ils vivre le vécu juif tel qu'on va le leur transmettre. Et le vécu juif, ce n'est pas juste l'univers des commandements, l'univers de l'étude, mais c'est toute l'atmosphère qui va se retrouver chez nous à la maison, pour dans un second temps avoir envie de faire en telle sorte que cette chose-là puisse perdurer, puisse se prolonger. Je crois que c'est un point auquel on ne pense malheureusement pas trop souvent. On est trop en focale sur ce qui doit se jouer avec l'enfant. Or, ce qui est important, c'est que l'enfant intègre et vive bien cette réalité familiale pour qu'il puisse par la suite avoir envie de transmettre les fondamentaux qui ont organisé sa vie de famille à ses propres enfants. Ça, c'est donc, j'ai envie de dire, le point de départ de notre réflexion. Et donc, on va mettre évidemment de côté toutes les définitions de ce qu'on appelle les réussites. Les réussites qui, la plupart du temps, obsèdent les parents parce qu'on a l'impression qu'un enfant, c'est une note. Un enfant, c'est pas une note. L'enfant n'est pas là pour nous faire plaisir et projeter chez les autres l'image de ce que nous sommes à travers sa réussite à lui. L'enfant n'est pas là pour projeter notre image chez les autres à travers sa réussite, qui serait donc expression de notre réussite à nous. Point de départ. Dans la série « Tu seras médecin ou rabbin, mon fils », on met de côté. Et ça, c'est fondamental. Surtout dans un univers et dans un milieu dans lequel on a redéfini la réussite à travers un diplôme, à travers une profession. J'arrive avec mes gros sabots,
N'oublions pas l'univers ashkénaze des tailleurs qui a eu besoin de s'inscrire par la suite dans le monde des études. Et un peu plus tard, l'univers séfarade qui a eu besoin de s'installer dans la société à travers des études, parce que tout simplement, c'était le gage d'une forme de réussite, voire même d'une vengeance sur le passé. On ne va pas faire la psychanalyse, ce n'est pas le sujet. Mais ça, c'est un premier point qui va être fondamental. Et à partir de cela, eh bien, on va déjà travailler par rapport à nous sur ce qui va être au cœur de notre démarche éducative. Et pour ça, si ça ne vous dérange pas, on va faire un petit tour dans l'univers de la religion, d'accord ? Et de ce qui est pré-mariage. Alors, vous savez que dans certains univers, on va présenter les jeunes gens aux jeunes filles réciproquement. Ça s'appelle des shidduchim. Et tout le monde sait que l'univers des présentations, même si ce n'est pas dans un univers très religieux, eh bien, de manière générale, on va essayer de savoir plus ou moins qui est la personne que l'on va voir. Ça fait gagner du temps. Ça nous permet de ne pas tomber dans la problématique de l'amour aveugle et du mariage qui rendra la vue. Parce que si la personne qui est en face de nous est scintillante, quelque part on risque d'avoir des lunettes noires qui nous empêcheront de voir les éléments qui empêchent le couple à terme. Ne l'oubliez jamais. Donc on va demander un certain nombre de choses. Je n'ai pas souvenir, dans ces univers-là, de questions du type « Il avait combien de moyenne en physique en classe ? Quelles étaient ses notes en mathématiques ? Tenait-il bien ses cahiers ? A-t-il fait P1 en une fois ou en 3 fois ? » Alors certains veulent savoir s'il a fait HEC ou HLM, je peux comprendre, éventuellement, mais ce n'est pas l'expression nécessairement d'une âme forte et de quelqu'un de construit. On sait très bien que si on s'intéresse à ça, eh bien, je ne suis pas sûr que l'histoire va perdurer. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la personnalité de la personne qui est en face de nous. Quels sont ses fondamentaux et quelles sont ses qualités humaines qui permettront à son histoire de se construire de manière épanouie. Investissons-nous en premier lieu sur ce que l'on sera intéressé à savoir de notre enfant lorsqu'il sera jeune adulte pour pouvoir construire sa future histoire de famille. C'est sur cela qu'on va se mettre en focal en premier lieu. Et ça va commencer évidemment par quoi ? Par une atmosphère familiale, c'est-à-dire d'abord par ce qui va se jouer, je suis désolé, je vais dire quand même, dans le couple. C'est-à-dire que le modèle de l'adulte, ça va être nous, les parents. Ne l'oublions pas. Et l'enfant qui débarque dans l'univers va avoir face à lui des modèles qui sont censés l'inspirer, même si parfois leur inspiration n'est pas nécessairement celle qu'ils auraient dû recevoir. La question est de savoir, est-ce qu'on est prêt à savoir que la venue d'un enfant et sa présence dans notre univers va impliquer un travail à l'intérieur de notre relation pour être des adultes qui peuvent être pour lui des modèles. Un enfant a besoin de modèles. Un enfant a besoin d'avoir des adultes qui le renseignent sur c'est quoi un adulte. Je vais vous donner un exemple, et c'est très intéressant parce que j'ai eu encore la situation hier. C'est assez impressionnant. Je ne vais pas vous raconter celle d'hier quand même, mais celle d'un peu avant. Mais c'est le même principe. C'était incroyable. Hier, c'était entre une belle-mère et une belle-fille, donc c'est quasiment la même chose. Mais là, c'est entre un père et son fils. Le fils est adolescent, et comme on dit un peu légèrement, il s'embrouille avec son père. Et bien sûr, il ne se parle plus. C'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. Et le père vient me voir et me dit faut que je vous demande, dans une situation pareille, qui doit faire le premier pas ? Moi, j'ai bien compris que quand on me pose la question de cette manière, c'est qu'il a envie d'instrumentaliser ma réponse, le cas échéant, pour pouvoir l'utiliser dans son goût. Classique. Le rabbin, il a dit. D'accord ? Si je dis ce que sa femme pense, motus et bouche cousue, il lui dira rien. Et si je dis ce que lui pense, il dira j'ai parlé à Lemel et il a dit que.
D'accord. Je vais servir de bâton à l'intérieur de la relation. J'adore. Mais bon, il y a des gens qui sont spécialistes. Au bout d'un moment, vous êtes plus complètement idiot. Je dis, et qu'en pense votre épouse? Ah, là, c'est embêtant. Il dit, on ne pense pas la même chose. Je lui dis, Mazato, bienvenue au club des gens normaux. Alors lui est persuadé que c'est à l'enfant de faire le premier pas. Et son épouse dit, non, c'est à toi de le faire. Elle me dit, alors? Et là, joie et bonheur, je lui donne raison. Je lui dis, mais bien sûr, c'est à lui de faire le premier pas. Alors, tout frétillant, il s'apprête à partir. Je lui dis, non, bougez pas. Il me dit, oui, mais attendez, moi j'ai une question, c'est comment on fait maintenant? Je lui dis, vous savez, c'est à l'enfant de faire le premier pas. Il dit, donc? Mais je lui dis, donc vous faites le premier pas. Il me regarde, il se demande si j'ai bu. Il me dit, mais attendez, je comprends pas. Je dis, non, c'est sûr que c'est sur le premier pas. Il dit, oui, mais c'est compliqué parce qu'il veut pas. Je dis, non, mais vous faites le premier pas. Au bout de la 3e fois, j'ai vu qu'il devenait un peu cher, il comprenait plus. Je lui ai dit, cher monsieur, c'est sûr que c'est à lui de faire le premier pas. Mais je vous pose une question. De qui il va l'apprendre? Qui va lui apprendre que dans la vie, il fait le premier pas? Quel est l'adulte qui, dans sa dimension adulte, va lui montrer que dans la vie, on va être capable de faire le premier pas? Et mettez de côté vos grands principes éducatifs à 2,50 francs, qui ne sont là que pour justifier votre ego surdimensionné et votre incapacité à un moment de vous remettre en cause. Je suis un peu dur. Mais quelque part, construire une démarche d'éducation, c'est se dire « je suis l'adulte qui va servir de point de référence » à travers une dimension d'exemplarité dans la relation que j'ai au monde et aux choses. Et ça, c'est l'élément essentiel sur lequel tu dois travailler, et ce, même avant que l'enfant paraisse. Tout le monde connaît cette fameuse histoire avec un maître prestigieux qui s'appelait le Chazon Ish, chez qui un jour un jeune homme vient poser la question suivante sur l'éducation des enfants, et tout fier, il dit « Vous comprenez, maître, mon enfant, à quelques mois, j'ai besoin de conseils. » Et ce maître de le regarder lui dit « Je crois que c'est trop tard, c'est il y a 15 ans que tu aurais dû venir me voir. » Traduction, la démarche d'éducation commence par l'idée que je dois moi-même en tant qu'adulte me poser la question du modèle que je représente par rapport à ceux qui m'observent et pour qui je suis censé être la référence. Et sur cela, en brera, il n'y a pas le choix. Alors, à partir de là, si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu à l'intérieur de la réalité éducative au quotidien. Quelles vont être les premières problématiques auxquelles nous allons nous confronter en tant que parents? Alors, évidemment, les grands classiques, c'est ce qu'on appelle les conflits de loyauté. D'accord? Mais ça, vous l'avez déjà vécu dans votre couple. Chez moi, on faisait comme ça, et chez moi, on faisait comme ça. D'accord? Preuve d'os. Donc, évidemment, on va être obligé d'inventer une histoire commune. On l'a vu au niveau du couple, comme vous êtes au courant, pas la peine de revenir là-dessus. Mais chez nous, à la maison, ça se passait comme ça, et chez elle, à la maison, ça se passait comme ça. On fait quoi maintenant? On trahit. Tous les deux. On n'est pas là pour valider l'histoire de nos parents en la reproduisant. Hein. On n'est pas là pour valider l'histoire de nos parents en la reproduisant. Qu'on soit bien clair. Et si eux pensent qu'en ne validant pas leur histoire, eh bien, quelque part, on est dans le déni de ce qu'ils sont, c'est leur choix de lecture. Moi, j'y peux rien. Parce que sinon, on rentre dans le monde de la manipulation. Tu veux dire que donc, non, on faisait mal? Non. Non. Je peux le faire avec l'accent ashkénaza. Non. C'est pas simple. Vous vous rendez pas compte combien de fois les parents attendent de nous qu'on reproduise leur modèle, comme si on était en train de les rassurer sur le bien fondé de ce qu'ils ont mis en place. Le problème, c'est qu'on a fait les mêmes modèles. Alors au niveau du couple, ça, on peut voguer un petit peu. Au niveau de l'éducation, alors ça commence avec les nourrissons. Mais pourquoi tu le laisses pleurer? Il est traumatisé. Et en face, il doit apprendre. Et l'enfant, il est là, il dit, man, il a je fais quoi, moi? Alors si vous dites, une fois je fais comme toi, une fois je fais comme moi, le pauvre, il est complètement décontenancé. Réfléchissons un peu. C'est-à-dire, c'est à nous, déjà, de prendre les décisions sur la manière dont on va construire notre système éducatif. Nous avons des exemples, nous pouvons nous en inspirer, mais c'est à nous de décider ce que nous allons mettre en place au niveau de la réalité du couple au quotidien. Parce que nous allons devoir être des parents qui sont des parents
de référence. Et j'insiste énormément là-dessus, parce qu'on ne se rend pas compte suffisamment ô combien les enfants posent un regard sur nous et attendent de nous une forme de guidance à travers la manière dont on fonctionne au quotidien. Donc déjà, le point de départ, ça va être de repenser ensemble quels sont les fondamentaux que l'on a envie d'inscrire à l'intérieur de l'univers de la famille. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Et ça commence très tôt. Ça commence très tôt parce que lorsque l'enfant paraît, eh bien, à ce moment-là, quelles vont être les premières choses dont il va avoir besoin? De quoi un enfant a-t-il besoin? Un enfant a besoin d'être rassuré, de se sentir dans un environnement sécure. Un environnement sécure, ce n'est pas l'environnement dans lequel vous avez acheté le tour de lit pour ne pas que le pauvre chéri se cogne contre les barreaux. Non, ça c'est pour faire du business. Un environnement sécure, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que je sois patron d'une structure. Je suis patron, tout va bien. Et à un moment, que se passe-t-il? Je vais donc donner un certain nombre de directives. Et vous avez un employé qui vient et qui me dit « Ah, je ne suis pas d'accord ». Alors si, au moment où il me le dit, il voit que je change d'avis, « Ah ben écoutez, bon alors vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, on va faire autrement ». C'est très agréable, mais c'est très angoissant. Parce qu'au fond, il se rend compte qu'il peut me déstabiliser, qu'il peut faire ce qu'il veut. On a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui sait où il en est. L'enfant cherche un cadre et des limites parce que c'est ça qui le rassure. Et c'est ce cadre et ces limites qui sont les premiers éléments structurants dans la vie de quelqu'un. Un de mes maîtres avait l'habitude de dire que on retrouve souvent les nourrissons endormis, la tête contre les barreaux du lit. Là, les psychanalystes diront qu'ils recherchent le contact symbolique avec la paroi éthérique. Bon. Quand vous avez payé 300 € la séance, il faut bien qu'on vous dise quelque chose. Mais, ce maître nous a ouvert une autre réflexion, qui était la suivante. Il dit au fond peut-être que symboliquement, l'enfant cherche une limite. Et quand la limite est là, et qu'elle est claire, il est rassuré et peut s'endormir. La limite est un élément structurant. Or, l'enfant, naturellement, cherche la limite et va chercher à s'opposer à cette limite dont il a besoin. C'est son job d'enfant. Mettez de côté, et là je suis dans une parole presque impérative, mettez de côté l'angoisse du trauma. Arrêtez de lire Biba, ou elle, ou je ne sais trop quoi. La notion du trauma est quelque chose qui a une définition très claire dans le monde de la psy. Or, aujourd'hui, on utilise la problématique du trauma pour justifier le fait qu'on n'ait pas envie de tenir le choc face à un enfant à la recherche de ses limites. Clairement, un enfant a besoin de limites parce que ça va lui apprendre à gérer ce qui sera au cœur de notre vie. C'est quoi? Les frustrations. La réalité ne sera jamais celle qu'on aurait voulu. Je suis frustré ce soir parce que je n'ai pas eu exactement ce que j'aurais voulu manger, même si grâce à Dieu j'ai plus faim. D'accord? On rassure, donc c'était bon. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la réalité de la vie ne sera jamais celle que tu imaginais. On est d'accord? On va le découvrir tout de suite quand on se marie. Entre l'image de l'autre et la réalité de ce qu'on va découvrir, ben on va voir que c'est pas toujours la même chose. Vous savez que c'est quoi le verset qui définit le mieux le couple? C'est dans la fameuse histoire de Jacob, Yaakov. Yaakov, il pense se marier avec Rachel. N'est-ce pas? Le texte nous dit, Vaï Baboker Veila, il se révèle le matin, c'est pas Rachel, c'est Léa. Mazel Tov, bienvenue dans le couple. D'accord? Tu pensais t'être marié avec A, tu te trouves avec B en vérité. Cette notion-là, dis-moi, ils sont un peu sérieux ici, à Strasbourg, Jean-Marc. Ils s'écoutent avec beaucoup d'attention, etc. Si vous avez envie de sourire un petit peu sur le coin de gauche, vous pouvez. D'accord? Donc, à un moment, il ne faut pas oublier que l'enfant a besoin donc de cette dimension de cadre, de limite qui va le rassurer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vivre le plus tôt possible l'expérience de
ce qui n'est pas un trauma, de ce qui est la vie, que les choses ne sont pas toujours comme il aurait voulu, et tout va bien. D'accord? Et tout va bien. Alors, en tant que parent, comment on fait? D'abord, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'il y a une solidarité au niveau du couple dans la démarche d'éducation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à jouer l'un contre l'autre dans les postures que l'un a par rapport à l'enfant. C'est un vrai travail, cette solidarité de couple. Et plus tard, si on ne l'a pas mise en place, vous allez bien vous amuser quand les enfants vont vouloir jouer papa contre maman et maman contre papa. Je me rappelle, le garçon un jour qui vient me voir, il me dit « Papa, dis-moi, est-ce que je peux faire ça ?» Je dis « Je sais pas, il faut que je demande à maman. » Morgane dit « Dis-moi, tu as toujours besoin de demander à maman, tu n'es pas capable de prendre des décisions tout seul ?» Je dis « Ben oui. » Il était très embêté, parce qu'il savait très bien qu'en allant chez papa, il aurait ce qu'il n'aurait pas s'il allait chez maman, ou le contraire. Donc, cette solidarité du couple par rapport à l'enfant. Lorsque l'on pose des cadres et des limites. Avec l'idée suivante, c'est que l'enfant doit savoir que nous comprenons parfaitement qu'il n'est pas d'accord et que ça l'embête. Sans aucune ambiguïté. L'enfant, il est là, et il s'habitue à une chose, le nourrisson. Il crie, quelle que soit l'heure, il y a une bande d'adultes qui débarque. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que ça s'est passé. Et en plus, j'ai rien besoin de dire, débrouillez-vous, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal au ventre, je veux un câlin. Mazal tov. Donc nous, on gère et on réagit. Je n'aurais pas dire qu'un enfant arrive avec pleurs parce que... Donc qu'est-ce qui se passe? L'enfant s'est habitué à ce que dans la vie, quand t'appelles, on vient. C'est pas mauvais pour lui, bah tiens, c'est ça la vie. D'accord? Il a découvert que dans la vie, il y a des gens qui s'appellent des adultes, il ne sait pas très bien comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a deux personnages, deux géants, d'accord? Parce que la relation entre les géants et lui, elle est quand même énorme, d'accord? Qui arrivent et qui font tout pour qu'il se sente bien. Super! Et puis un beau jour, il commence à grandir, et puis voilà, il a envie, il se sent un peu seul dans son lit, je sais pas. Et donc il repense et il refait la même chose, quoi, mais pas du tout, c'est pas négatif. Et là, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème d'audition là, il semblerait. Les géants ne viennent pas. Ah, il est embêté parce qu'il en a vraiment besoin, il en a envie, quoi, comme Dab. Alors il crie plus fort, et là ils viennent. Il dit, bon j'ai compris, il faut que je commence à 60 décibels parce que sinon ils n'entendent pas. Il y a un beau jour, on lui dit non. Et son monde s'écroule. C'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a toujours été habitué à ça. Il ne comprend pas ce qui se passe. Sa colère, c'est le refus d'une réalité nouvelle qui est complètement incompréhensible pour lui. Donc évidemment, moi en tant que parent, je suis en face, je comprends. Je sais que tu aimerais bien dormir dans le lit de papa et maman, c'est le plus agréable. Mais maintenant, tu dors dans ton lit. Même à 3h du matin, on se relève, on le prend et on l'amène. On accepte. Et c'est pas genre, je veux pas un enfant parce que... Non. Il a besoin qu'on accueille. Ah, j'ai l'impression que tu aimerais bien que... Mais bon, d'accord. Donc, en 2 mots, je lui montre, et il entend, et il comprend très bien que je compatis parfaitement, et que c'est totalement normal qu'il ne soit pas d'accord, parce que c'est un nouveau système qu'on a mis en place. Mais, maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est là où on commence toute la démarche. Alors, je vous rappelle que il n'y a rien de pire qu'un enfant qui va devenir jeune adulte, adolescent, et qui n'a jamais été habitué à ce que les choses se passent autrement que comme il le veut. Parce qu'il ne saura pas résister à toutes les sollicitations du monde, et c'est normal. Parce que résister à une sollicitation qui est agréable, c'est vivre une forme de frustration. Il ne sait pas ce que c'est. Mais pour l'aider à cela, il faut en effet avoir une parole très basique, dans laquelle on compatit. Mais pas la compassion avec trois violons, non. Ouais, j'ai compris que tu aimerais bien, mais non, c'est pas possible. Et ben, c'est comme un enfant qui m'a dit, j'ai pas envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que vous lui dites? Bon, tu me rassures, t'es un enfant normal. C'est normal, quoi, que t'as pas envie d'aller à l'école. Ouais, je comprends. On est parfois bien mieux à la maison. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il faut y aller. Et c'est vrai que cet élément-là, aujourd'hui, malheureusement, est de moins en moins présent parce qu'on crée une forme d'anxiété au niveau des parents et surtout parce que
on n'est pas habitué, et de moins en moins habitué, nous, à nous confronter à des situations qui vont nous demander de faire des efforts dont on ne comprend pas l'intérêt. Aujourd'hui, vous êtes la génération de ceux qui font des efforts, mais qui ont été habitués à faire des efforts parce qu'il y avait une nécessité de les faire. Et ce n'est pas un reproche, surtout pas. C'est l'air du temps. Or, je vous rappelle, Adam et Amal Yulad, l'individu a été créé pour l'effort. L'effort, c'est l'élément structurant de l'être. Or, on est dans un monde dans lequel on est sans arrêt face à ce que j'appellerais des PME, des partisans du moindre effort. C'est ce que le monde est en train de nous proposer. À tous les niveaux, facilitation du quotidien. Si c'était pour libérer du temps qu'on allait utiliser pour créer d'autres choses, ça serait sympa, mais c'est du temps qu'on libère pour pouvoir aller sur Netflix, de manière générale. C'est-à-dire, la notion d'effort n'est plus dans l'air du temps. Ce n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est surtout pas un jugement de valeur. C'est comme quand je dis aux ados, moi aujourd'hui ado, avec ces écrans, je ne sais pas ce que je deviens. D'accord ? C'est facile de parler, mais à notre époque, grâce à Dieu, on n'avait pas ça, donc c'était plus simple de gérer les choses. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Pourquoi ? À quoi on remarque ? Il y a quelque chose de très intéressant sur l'augmentation en constante de ce que j'appellerais pudiquement la consommation de substances. La consommation de substances, c'est très intéressant. Pourquoi aujourd'hui on en consomme de plus en plus ? Et partout. Et pas nécessairement que dans les banlieues lointaines dans lesquelles les gens vivent aux portes de la misère et de la pauvreté. Parce que la vie, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. La vraie cigarette, c'est comme ça. Comme ça, c'est cigarette aromatisée. Pour les connaisseurs, un peu d'asgan. D'accord ? Je me sens bien. Et quelque part, je ne connais plus les tarifs. Enfin, je les ai jamais connus d'ailleurs. Parce que généralement, les dealers, la première fois qu'ils t'en proposent, ils te le font gratuit pour t'accrocher. D'accord ? Moi, ils ont tenté une fois. Comme j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, donc j'ai jamais pu connaître les vrais tarifs. Et ce qui est intéressant, l'histoire est vraie en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est de voir que c'est un modèle. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très très intéressant ce qui est en train de se passer en France, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant avec l'histoire de la courbe de natalité, qui est en dessous de la courbe de mortalité, avec derrière l'émergence de tout un univers dans lequel on aide les femmes à assumer pleinement leur décision de ne pas donner la vie. Je ne jugerai jamais, je ne sais pas ce qui se passe dans leur histoire personnelle, etc. Clairement. Mais c'est intéressant. Au passage, mouvement qui a pris son origine en Israël. C'est passionnant de voir ce qui se passe. Mais pourquoi ? Parce que lorsque la finalité de ma vie, c'est moi-même, et que l'autre n'est là que pour servir mon bien-être, dans la mesure où je vois, et j'utilise un mot d'une violence inouïe, la toxicité potentielle de la présence d'un enfant à l'intérieur de ma vie par rapport aux bénéfices qu'il peut m'apporter. Alors, bien sûr, après on fait les grandes théories. Non, vous comprenez, l'écologie, le monde, les gars. Baratin, d'accord ? Mais quelque part, c'est intéressant. Et quand on vit dans cet état d'esprit, quelle que soit notre histoire personnelle, on est imprégné. Regardez aujourd'hui, quand le Talmud nous dit que à l'époque pré-messianique, Chutzpah Yasgeh, l'insolence va émerger, c'est un état d'esprit sociétal. On le voit même, nous je l'ai vu chez nos propres enfants, avec des différences importantes entre les aînés et les plus jeunes, dans la manière de répondre, dans la manière de se positionner. Attendez, pourtant, les âgés, mais non. C'est un système, c'est un monde dans lequel on est, qui imprègne et qui crée un modèle. Notre enjeu à nous, il va d'abord, et je vais beaucoup insister sur cela, la notion de cadre et de cadre. C'est quoi le cadre dans lequel l'enfant vit ? C'est quoi les limites qu'on lui pose pour non seulement l'éduquer évidemment, mais surtout le nourrir de cette capacité à savoir se confronter par la suite à un monde dans lequel on va exiger, nous, de lui, qu'il pose des limites, alors qu'il est dans un univers dans lequel la limite doit être mise totalement de côté. Et c'est ça. C'est là-dedans donc ils vont grandir. Donc là, j'ai envie de dire que là, ce que je vous donne, c'est Chomer la Marchava, c'est-à-dire du matériau pour réfléchir ensemble. Avec bien évidemment,
Vous êtes en couple, donc la sortie d'ici ne sera pas « j'aurais dû amener mon mari ou ma femme » parce que généralement ils sont là, mais ça peut être « t'entends ce qu'il dit, hein ?» T'as entendu ce qu'il a dit, hein? Alors, si vous pensez que votre conjoint n'a pas entendu, ou alors a entendu mais n'est pas capable de comprendre, c'est que vous pensez que votre conjoint est bête. Mais si vous pensez que votre conjoint est bête, rappelez-vous qu'il y a un autre principe qui est que qui se ressemble, s'assemble. D'accord? Bon. Donc, clairement, on va mettre ça de côté. Ayons l'élégance de ne pas pointer du doigt la défaillance de l'autre, parce que tout simplement, ça ne sert à rien. Par contre, on peut en discuter ensemble. Ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est donc cette dimension structurante liée aux limites qui aide l'enfant déjà à découvrir ce qu'il va vivre toute son existence, c'est-à-dire la gestion des frustrations, mais qui ne fera pas de lui quelqu'un de frustré, parce que tout simplement, l'acceptation qu'il y a des choses qui ne le concerneront pas ou vers lesquelles il n'ira pas, fera partie d'un modèle auquel il aurait été habitué. Ça, c'est déjà le premier point. La seconde chose, et là je vous parle ici en tant que parent juif. Ça veut dire que si quelqu'un écoute et qu'il ne fait pas partie de cette histoire, évidemment ça le concerne aussi, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle en tant que parent juif. Parent juif, ça veut dire quoi? Parent qui véhicule une identité qui, même si on veut l'oublier, on nous le rappelle, on nous la met en pleine figure. Donc dans tous les cas de figure, on va se confronter à ce dur bonheur d'être juif. Dans le dur bonheur d'être juif, qui est le titre d'un livre de Néher, eh bien, il y a la notion de bonheur. La question est de savoir, est-ce que la dimension juive va rimer avec quelque chose qui est du domaine de l'agréable? Alors qu'on soit bien clair, je reviens à ce que j'ai dit au début. Chez nous, à la maison, et pourtant, tu vois que je suis devenu quelqu'un de bien. C'est comme les gens qui reproduisent en frappant les enfants. Mon père m'a frappé, regarde, je suis devenu quelqu'un de bien. Deux questions. La première, si ton père ne t'avait pas frappé, tu aurais préféré? Ouais. Et les énergies que tu as prises pour cicatriser tes bleus à l'âme, tu aurais peut-être pu les utiliser pour autre chose, non? Je ne crois pas. Très souvent, on a peur. On a peur d'invalider un système dans lequel on a survécu, et donc on décide qu'en vérité c'était le bon système. Non, nos parents sont charmants, mais parfois ils sont passés à côté de la plaque. Moi en tête. J'aurais beaucoup aimé m'entendre il y a 20 ans, ça m'aurait beaucoup aidé, je vous garantis. Clairement. La seule chose qui fait qu'on peut continuer dans la relation, une bonne relation, c'est qu'on sait que même leurs erreurs ne sont pas, dans l'immense majorité des cas, le désir de nous faire du mal, mais une forme de conviction qu'il fallait agir de cette manière. Mais cette conviction ne veut pas dire pour autant que c'était la bonne manière. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'en parle surtout dans le monde dans lequel les familles cherchent à ce qu'on soit dans la continuité du modèle qui a existé dans les générations précédentes. Et ça, c'est pas possible. Alors certains disent, mais à mon époque, on faisait cela. Ah, j'ai dit, ah bien sûr. Alors tout comme à ton époque. Tu mets de côté le portable, tu mets de côté la voiture, tu mets de côté la machine à laver. Ben oui, si c'est à l'époque, alors tout comme à l'époque. On ne peut pas d'un côté dire, ah non, chez nous on faisait comme ça, alors qu'en vérité, par ailleurs, le modèle du quotidien n'a aucun rapport. Un enfant a besoin de sentir très tôt que la transmission de l'identité, elle passe à travers la jouissance que vous avez, vous, de la vivre. Vous savez, les profs qui m'ont marqué, ce sont des profs qui jubilaient lorsqu'ils enseignaient. Il y avait une forme de jubilation, on sentait qu'ils étaient transportés par leur truc. Et ça se ressentait. Vous ressentiez profondément que, oh, eh bien évidemment ça passe. Et ça va être fondamental. Parce que n'oubliez pas que transmettre le judaïsme, c'est quoi? C'est pas juste transmettre un rituel. C'est apprendre à l'enfant à poser un autre regard sur la vie. C'est lui apprendre à poser un autre regard sur la vie. C'est pas qu'il fasse ses bénédictions. C'est pas qu'il mette ses tzitzit et téphilines. Ça, c'est technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que pour lui, le mot heureux se conjugue avec avoir ou avec être?
l'expérience du bonheur, il l'a vu quand on a réussi à faire quelque chose de positif pour les autres ou quand on a réussi à s'acheter le dernier modèle de ce que vous voulez. C'est ça au fond que l'enfant va avoir besoin. Et c'est passionnant parce que nos enfants nous aident à repenser le rapport que l'on a à la vie, à notre judaïsme, à tout ce qui va autour. Et c'est ça qui crée quelque chose d'équilibré. Vous allez constater que souvent, des personnes peuvent être pratiquantes et engagées, mais ne vibrent pas parce qu'ils ne se contentent que de répéter une histoire, alors que celle-ci n'a jamais véritablement habité leur univers. Nos enfants peuvent nous permettre de nous réinscrire là-dedans. Et c'est passionnant. Et ça, c'est une réflexion de couple. C'est une réflexion à avoir ensemble. Et quelque part, quand aujourd'hui on est déjà dans l'anxiété de leur adolescence, je peux vous garantir que l'adolescence, ça va être évidemment à géométrie variable, c'est normal. Bienvenue au club. Mais ce qui va être important, c'est quoi? C'est est-ce que les fondamentaux sont inscrits à l'intérieur? Parce qu'un enfant, c'est comme un cubuto. Enfin, c'est ce qu'on devrait en faire, un cubuto. Le cubuto, vous savez, c'est cette poupée avec une sphère au niveau de sa base qui est lestée, avec souvent un petit grelot en haut. Et puis les petits adorent les pousser. Le cubuto va vers le sol. Mais comme vous avez une sphère et que c'est lesté, ça remonte tout seul. Ce qui est important, c'est que l'enfant, dans les soubresauts de son histoire, soit suffisamment lesté intérieurement pour qu'il soit capable de remonter tout seul, parce que tout simplement, il y a des choses qui ont été inscrites profondément à l'intérieur de lui. Parce que le vécu de son identité est quelque chose qui l'a nourri. Après, il a eu envie de faire un peu d'ambiance à droite, un peu d'ambiance à gauche. Ok, c'est son histoire, c'est sa vie. D'accord. Il a voulu sûrement tester si l'amour était inconditionnel. Et si je ne suis pas ce que tu veux, est-ce que tu m'aimes quand même? On l'a tous fait, hein, dans le couple. Et si je ne réponds pas présent à ta demande, est-ce que tu m'aimes quand même? Si à un moment je dysfonctionne, pas trop gravement évidemment, est-ce que tu continues à m'aimer? Est-ce que tu es capable de dire toi je t'aime même si j'aime moins ce que tu fais? D'accord? Ça, il le fera. Il faudra le dire. Hein, toi je t'aime, hein. Par contre ce que tu viens de faire, pas du tout. D'accord? C'est rassurant. Mais ça passe à travers notre vécu. Ça passe à travers ce que l'on va ressentir nous-mêmes profondément et ce que l'enfant va ressentir. Et là, décider qu'on n'a pas besoin de reproduire. Je vous donne un exemple très simple. Vendredi soir à la maison. Shalom Aleichem. Papa à sa classe qui chante. Maman à sa classe souriante. Les enfants qui chantent. On se parle avant de commencer à dévorer les salades. Et puis après les salades, le papa ne pique pas du nez sur la table. Et les enfants sont gentils et racontent la paracha, ils ne se disputent pas. Bon, à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sonnerie, c'est celle du réveil. Le réveil sonne, tu sors de ton rêve. Et la vie, c'est pas ça. Est-ce que c'est grave si un enfant, pendant Shalom Aleichem, a envie de lire quelque chose sur le canapé? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est un test. Parce que je vous garantis que cet enfant-là, il est en zone test. Si à un moment je me désinscris un peu du système, comment on me regarde? Comme dirait l'autre, fais-toi plaisir. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut choisir ses batailles. Et ça n'aura aucune incidence. Aucune incidence. Qu'on soit bien clair. Ça n'aura aucune incidence par rapport à son futur. Parce qu'il n'y a rien qui se passe ici. Alors bien sûr, si tu mets de l'ambiance, ça va tourner, ça va chanter, il va y avoir des choses. Et posons-nous la question. Posons-nous la question, sur quoi on ne lâchera pas? Quelles sont les batailles qu'on va mener? Le coup de finir ton assiette, ce n'est pas une bataille. Par contre, pousser son petit frère volontairement pour lui faire du mal, ça c'est inacceptable. Le rapport au langage, il y a des mots inaudibles dans une famille. Et si nous, en tant que parents, on est un peu cool là-dessus, eh bien je suis désolé, vous allez me prendre pour un vieux barbon de antidéluvien, j'assume pleinement. La Gemara nous dit qu'on doit avoir un langage naki, propre. Et si nos maîtres nous le disent, c'est que le langage, c'est l'élément clé qui nourrit l'être au plus profond de lui-même. Et si vous rentrez dans l'univers de l'Illusion et de la Kabbalah, c'est encore plus bouleversant. Le rapport au langage. Je vous rappelle que moi, je vois souvent des garçons qui disent « Ah, t'as vu les meufs ?» Je dis « Pardon ?»
Tu sais que dans les moches, il y a peut-être ta future femme, dans la future mère de tes enfants. Tu as envie que ça soit une meuf? Oh, ça va. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, parce que si je vous dis ce soir, alors les mecs, on va s'éclater là, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Alors certainement, oh ben ça va, vous êtes cool. Non, et plus profond de vous-même, il y a quelque chose qui vous dérange. Essayez d'imaginer un maître, et je n'en suis pas, mais un maître, qui parle comme ça, et quelque chose qui n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de distorsion entre le langage et l'être. Et ça va être par exemple une bataille à avoir. Une bataille, quand je dis bataille, c'est des points sur lesquels on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, le langage va être un élément déterminant dans la construction de la partie spirituelle de l'être. Ça va être un point. Donc posez-vous la question, sur quoi on se bat? Sur quoi on lâche rien? Et quelles sont les choses sur lesquelles oui, oui, non, non? D'accord? Et à partir de cela, évidemment, la vie devient plus simple. Parce qu'on s'est mis d'accord et on a essayé de réfléchir ensemble sur ce qui est au fond important par rapport à l'enfant. Qu'est-ce qui est important par rapport à lui, par rapport à son devenir, par rapport à ce qu'il va véhiculer? Autre règle, si je peux me permettre, c'est de se dire, mais dans 20 ans, de quoi l'enfant doit-il se rappeler? Mais quand il a renversé le verre, est-ce qu'il doit se rappeler des hurlements? Ou au contraire d'une parole qui lui a dit, écoute, c'est des choses qui arrivent, essaie de faire plus attention la fois prochaine. De quoi il va se rappeler? Parce que tes hurlements n'auront rien construit. Parce que de manière générale, s'il l'a fait exprès, c'est qu'il veut te faire passer un message. Et s'il n'a pas fait exprès, alors détends-toi, toi. Parce que l'enfant, il sait très bien que si c'est toi qui l'avais renversé le verre, tu ne serais pas énervé contre toi-même. Alors il dit, donc il faut croire que c'est juste parce que c'est moi. Pourquoi? Et vous voyez, ce genre de choses, ça nous permet dans des situations de vie de savoir remettre les choses à leur place. De quoi l'enfant va-t-il se rappeler par la suite? Quelles sont les choses qui vont nourrir son enfance? Les interdits, les cris, les énervements? Ou alors de temps à autre, oui, quelque chose qui va être fort parce que too much, parce que la limite, le cadre, mais surtout une attitude adulte de nous face à des situations de vie. Parce que c'est ça, au fond, qu'il va garder à l'intérieur de lui. C'est ça qui va faire que par la suite, nous continuerons à être des parents vers lesquels il a envie de se tourner, parce que nous sommes des références qui l'aidons à construire son histoire. Et ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir ensemble. Maintenant, évidemment, en tant que jeune parent, on se confronte, et j'en ai encore pour quelques minutes, et après je passe à vos questions. En tant que jeune parent, on se confronte à pas mal de choses. Et un des points sur lesquels il y aurait lieu de réfléchir aussi, c'est comment allons-nous les aider à résister à terme au poids de la pression sociale. Les enfants d'aujourd'hui sont soumis à un univers dans lequel la pression sociale est colossale. Aujourd'hui seulement, dans les milieux officiels et gouvernementaux, ils commencent à réfléchir sur tout ce qui s'est joué à travers le monde des réseaux sociaux et tout ce qui va autour. Dans cet univers-là, la problématique, ce ne sont pas juste ce que j'appellerais les images sidérantes. Ce n'est pas juste aussi les problèmes de shoot qui se prennent les uns derrière les autres et qui, au bout d'un moment, font qu'ils n'arrivent plus à s'en passer. On a un phénomène addictif très réel aux images. Il est impressionnant. C'est surtout un monde dans lequel c'est ce que les autres diront de toi qui déterminera ce que tu es, ta place dans la société. Parce que le coup des likes et des machins, moi je vois là, aujourd'hui on met un certain nombre de ce que je fais sur Instagram. Je ne m'en occupe pas du tout. Ces personnes dans ce métier, on dit, il faut le faire. Ben, c'est intéressant parce que quand vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous regardez en premier lieu? Qu'est-ce que je regarde en premier lieu? Le nombre de vues. On va pas se la raconter. On va pas se la raconter. Alors nous, ça va officiellement, on est censé être des adultes, on se fait une petite dose de... Je suis un mec bien quand même, d'accord? Mais un enfant va vivre dans un monde dans lequel c'est ce qu'on dira de lui qui va être un élément déterminant. Alors c'est toujours valable dans tous les systèmes de groupe, mais là encore plus.
il va vouloir être in, et pour être in, il va parfois sacrifier certaines choses pour pouvoir faire partie du système. C'est toute la question du rapport aux écrans et de tout le reste. Alors je vous rappelle que quand un écran s'allume, un enfant s'éteint. D'accord? Ne l'oublions pas. Et donc à partir de cela, évidemment, tous les autres isons, Prums, Deus, et papa, etc. C'est avec le dernier point sur lequel je vais m'arrêter avec vous ce soir. Comment aider très tôt l'enfant à pouvoir développer une identité dans laquelle le regard que l'autre portera sur lui n'est pas l'élément qui va définir ses mouvements. Avec en même temps la nécessité de s'inscrire dans un système. Parce qu'il y a, vous savez, l'univers de ceux, oh, de toute façon, le regard des autres, d'accord? Mais souvent, ils sont encore plus enfermés. C'est très intéressant, ceux qui soi-disant disent de regarder les autres n'importe peu, sont souvent d'une grande intolérance et d'une volonté active d'apparaître différent des autres. Pourquoi tu as tellement besoin de te faire différent des autres? J'apprends la religieuse à 2,50 francs. Mais ton chapeau, ta chemise blanche, machin, puisque de toute façon, le regard des autres. Ah non, il faut surtout pas. Donc en deux mots, je te montre en quoi je ne suis pas comme les autres, mais en même temps, je te dis que le regard de l'autre, pour moi, ne représente rien. Il faut que tu m'expliques comment fonctionne ton équation. D'accord? Il y a un truc qui ne va pas dans l'équation, même si je ne suis pas très fort en maths. Donc, l'enfant très tôt doit développer cette problématique, développer une réponse par rapport à ça. Comment est-ce qu'on va l'aider? Alors d'abord, évidemment, chez nous à la maison, il y a ce travail. Et ce travail, c'est très simple. C'est est-ce qu'il voit une différence notable dans le comportement parental lorsque quelqu'un d'extérieur est présent ou lorsqu'il est absent. Je prends un exemple un peu gros sabot. On est d'accord que quand il y a des invités, il y a peut-être 14 salades. Ok. Mais si quand il n'y en a pas, et éventuellement peu de trina et 2-3 trucs qui se traînent à table, c'est qu'il y a un problème. Si quand il y a des invités, on met ses plus beaux atours, c'est normal. Mais si quand on n'a pas, on se promène en robe de chambre, c'est qu'il y a un problème. Évidemment, il ne faut pas être malade une fois et ne pas y arriver. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il voit là-dedans? Il voit qu'au fond, ce qui est important, c'est les autres. Il capte ça à toute vitesse. Très très vite. Alors oui, évidemment, il y a toujours des petits deltas. On est d'accord que là, je suis devant vous, je parle comme ça, et si j'étais peut-être seul, je serais un peu plus détendu. Mais il y a une différence entre être un peu plus détendu, ce qui est normal, et être complètement dans une forme de lâcher-prise, parce que le regard des autres n'est plus là. Alors je vous rappelle qu'au passage, la meilleure manière de révéler à vos enfants et à votre conjoint son importance, c'est la posture que l'on va avoir face à lui lorsque le regard des autres n'est pas présent. Ne l'oublions jamais. Parce que c'est ça qui révèle l'importance. L'effort que je fais sur moi alors qu'il n'est pas nécessaire parce que l'autre avec un grand A n'est pas là, alors que l'autre avec un A immense est là. C'est qui? C'est mon conjoint ou mes enfants. Et les enfants captent ça très vite. Et quelque part, après, tous nos grands discours ne passent plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus dans une forme d'incohérence et dans un système dans lequel, au fond, il y a une chose A et une chose B. Alors on est tous incohéremment en tête, mais ce n'est pas une vie de ça d'en rajouter. Sur ça, je vous laisse réfléchir. On est tous passés par ce type de problématique, plus ou moins importante chez chacun, mais ce sont des éléments qui font que parfois après, on se dit « mais comment ça se fait qu'il n'écoute pas? Mais comment ça se fait qu'il n'est pas ceci? Mais comment ça se fait ?» Et on est là, mais on est que sur les symptômes, et va chercher le syndrome, mon frère. Va voir ce qui s'est passé à l'origine. Quand tu as un gamin qui te dit quand il est ado, j'ai jamais vu mon père qui parlait la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. J'ai jamais vu autant vibrer et être trop heureux que le jour où il a eu sa nouvelle voiture. Alors tu as le droit d'être content d'avoir une nouvelle voiture. Moi, quand on m'a une fois surclassé en business, j'étais très content. Tu voyages plus confortablement. Il fallait expliquer aux gens qui passaient que, en tant que directeur d'association, on m'avait surclassé. Si on va dire, c'est super. D'accord ? C'est comme à l'époque où j'ai eu ma Mercedes, qui n'était pas moi pendant 2 mois parce que tout simplement ma voiture était cassée. Et la seule voiture qu'on m'a prêtée, c'était un 4x4 Mercedes. 4x4 Mercedes, je vous dis tout de suite, il y a 20 ans, c'est quoi? C'est une jauge d'essence qui fonctionne comme un balai d'essuie-glace. Tac, 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 tac. Mais je suis un gars là, on m'envoie une lettre, il est hors de question que je donne de l'argent à une association dont le directeur se promène en Mercedes. J'ai adoré. Donc, je ferme cette parenthèse. L'enfant, il est là, d'accord? L'enfant, il est donc à la maison. Il nous voit fonctionner. La notion, on a vu, du regard de l'autre est quelque chose qui doit bien comprendre que, évidemment, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. On est dans l'incohérence.
Parce qu'on n'est jamais en phase pleinement avec ce que l'on dit. Mais l'enfant a quand même besoin de savoir que nous avons une tension vers la cohérence, que nous avons un désir d'aller vers cette cohérence. Il a besoin de sentir que ce qui te fait vibrer, c'est vraiment les valeurs que tu exprimes, mais tu as le droit d'être content de plein de trucs. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon père, j'ai senti heureux, on sentait, il était dans une forme de nirvana absolu. Non, je suis super content, la voiture elle est grande, elle est de bonne qualité, je l'ai eu à un bon prix, c'est génial, on va être au confort, il y aura la clim. T'as raison. Je dis, non, c'est comme de la gâche-miout. Non. C'est comme quand vous passez devant une Ferrari, il dit pas c'est nul. Bah, elle est bien la voiture. Je sais pas si je mettrais, même si je les avais, 200 ou 300 ou 400 000 euros là-dedans, mais c'est bien, ça doit être pas mal. Et puis après, on peut en discuter avec les enfants. Tu dis, tu t'imagines si personne ne le regarde? Aucun intérêt, quoi. C'est comme l'histoire du rabbin qui a fait un golf le jour de Kippour. Il a fait ses 18 trous avec un record incroyable. Et quand il sort, il entend une voix céleste qui lui dit « super, mais maintenant à qui tu vas le raconter ?» D'accord? C'est le même principe. C'est le même principe. Et ça, l'enfant, il le ressent. Il faut savoir qu'on a le droit d'être content, d'avoir et de trucs, c'est super. Mais qu'est-ce qui me nourrit? Quand il voit que tu es heureux d'avoir pu aider quelqu'un, quand il voit que tu es heureux d'avoir été la source du bien-être de l'autre, quand l'enfant il voit que tu es heureux qu'on a réussi ensemble à ne pas réveiller maman le matin quand ils se sont levés parce que maman elle était 3 fois dans la nuit, elle est fatiguée, qu'on est vraiment content d'avoir réussi cet exploit, d'avoir levé les enfants et que maman ou papa qui avait besoin de dormir, on s'en fiche. Là, il sait où sont les vraies valeurs. Là, il le vit. Et ça, c'est quelque chose qu'on construit et qu'on élabore au fur et à mesure. Je conclue là-dessus. Il faut savoir que dans la vie, j'ai entendu ça un jour de quelqu'un qu'on a le privilège de connaître, mon épouse et moi-même, avec lequel on a beaucoup travaillé dans le cadre des structures qu'on a eu la chance de développer ensemble. On développe ensemble. C'est un homme qui s'appelle Segui Hirsch. Segui Hirsch est un des plus grands, je pense aujourd'hui, thérapeutes sur le plan de thérapie systémique, qui est le maître de tous les grands noms, les Moniel Caïm, les Neuberger, enfin tous les grands noms de la thérapie ont été ses élèves. Nous, on a eu le privilège avec mon épouse, pendant longtemps, de venir très régulièrement chez lui à Bruxelles pour travailler avec lui. Et un jour, il m'a dit un truc très... Encore un numéro d'Auschwitz ici, il a 100 ans maintenant. Un jour, il m'a dit, vous savez, monsieur le maire, rappelez-vous, dans la vie, on rate. Et puis après, on rate moins. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bien sûr qu'on rate. Bien sûr qu'on rate. Évidemment, c'est normal. Mais on essaye après de rater moins. Et ça, l'enfant s'en rend compte. Et ça le nourrit. Et ça, s'il lui montre qu'il est face à des adultes, c'est ce qui le rassure et c'est ce qui lui permet de voir en nous ceux qui seront sa source d'inspiration. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, on passe aux questions, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je ne sais pas terminer un cours sans questions, donc c'est à vous les questions. Alors, pour les questions trop personnelles, vous les posez au nom d'un ami. On se posera la question pourquoi l'ami n'a pas décidé de les poser au nom d'un ami, mais ça, c'est un détail. D'accord? Alors, un petit quart d'heure pour vos questions. Allez-y. Si on n'a pas, on n'en a pas. Surtout qu'il y a encore plein de patates à l'église. Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour se faire respecter et avoir de l'autorité envers ses enfants? Alors, d'abord, je ne sais pas si j'ai des conseils, j'ai des pistes de réflexion. Il faut savoir que l'enfant, naturellement, la personne en qui il a totalement confiance, c'est sa mère. Pourquoi une mère ne lâche pas son enfant? C'est pas pour rien, vous savez qu'en hébreu, la mère se dit M, et M, c'est la racine du mot Emuna. Foi et confiance. L'enfant, au passage, fera confiance à ceux à qui la mère fait confiance. Et nous, les hommes, il faut qu'on mérite la confiance. Et ça se construit. Donc déjà, c'est un premier point. Sachez qu'en vérité, un enfant fait confiance à sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère ne le lâche pas et il le sait. Si, je ne parle pas de vous évidemment, madame, si un jour on a trahi sans s'en rendre compte, c'est-à-dire on lui a dit on va venir te chercher, et après pour des vraies bonnes raisons on n'a pas réussi, etc., l'enfant se dit, bah, alors deux mots, elle me dit qu'elle vient pas. À qui je peux faire confiance? C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de ne pas prendre d'engagement trop clair par rapport à un enfant si on n'a pas la certitude. Écoute, on va normalement, il est possible, mais il est possible. Et même sur ça, l'enfant, souvent, il n'arrive pas à entendre les deux.
Et si l'enfant, après, a une attitude négative, c'est qu'il inconsciemment nous en veut parce qu'il ne sait plus où il se trouve. C'est pour ça que, dans ce genre de situation, mon chéri, je t'avais dit que je vais venir à 16h, c'est ce qui devait se passer, je t'explique ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ignorais complètement, etc. C'est les seuls cas dans lesquels il faut justifier et expliquer. Pourquoi ? Pour que l'enfant n'ait pas cette anxiété de se dire « mais en qui je peux faire confiance ?» D'accord ? Ne prenez pas d'engagement si vous ne pouvez pas les tenir. On va faire ceci, on va faire cela. Non. Baruch, Osé veut Omer dans l'éducation. Béni soit celui qui fait, pas celui qui dit. Parce que souvent on dit, et parfois l'enfant, il surdimensionne. Vous allez voir, ça va être super. Et l'enfant, il est persuadé que c'est Disneyland. Alors que vous, c'est les comptades en amélioré, quoi. C'est pas mal, mais lui, il est parti dans son fantasme. D'accord ? Parce que l'enfant, lui, ça va très vite, hein ? D'accord ? Maintenant, la notion d'autorité, je crois que là-dessus, il y a une responsabilité. Et quand je dis responsabilité, ce n'est pas au sens culpabilité, hein, c'est pas qu'on rendre coupable. Il y a une responsabilité importante, surtout dans le rapport à la mère, de la position du père. Première chose, si un enfant voit que celle qu'il est censé respecter n'est pas respectée par son père, pourquoi je devrais la respecter ? Arrête de dire des bêtises. Vous voyez ? Ah bon ? Papa vient de dire, maman a dit, hein. Papa vient de dire, maman, qu'elle dit des bêtises. Ben, quelqu'un qui dit des bêtises, non. Que tu veux que j'écoute ? Lui-même, il a dit qu'elle dit des bêtises. C'est pas grand-chose, hein. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas d'hurlement. Oh là là, toujours la même chose, mais t'as rien compris. Ah, t'oublies tout. Vous voyez ? Ah, c'est intéressant. Un peu embêtant, là, c'est cette femme ou ce mari-là. Et très souvent, le couple est charmant, le mari, il adore sa femme, la femme, elle adore son mari, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas que le couple est à feu et à sang, tout va bien. Il faut quand même faire attention au langage qu'on utilise. Moi, si demain je m'amusais à dire à mon épouse, tu me prends la tête, je prends la porte tout de suite. Et souvent, malheureusement, on reproduit des schémas. Mais n'oubliez pas que l'enfant, il est là, il découvre. Tiens, papa, qui est quand même un personnage, dit de maman qu'elle est bête. Mais qu'est-ce que t'es bête, tu comprends rien, t'oublies tout. Alors je comprends, t'es stressé, t'es énervé, Je comprends, je justifie pas. Je comprends, mais je ne justifie pas. Et ça, il faut s'interroger dans un couple qui va bien. S'il n'y a pas eu à un moment, sans s'en rendre compte, des paroles qui ont non seulement démystifié, mais voire construit une image un peu dévalorisée. Alors que le couple va bien. C'est-à-dire, c'est pas du tout, le mari, il n'est pas sympa, il cherche à me casser ma femme. Non, non, pas du tout. Mais c'est le genre de choses qu'on ne réalise pas. Donc sur ça, ça vaut la peine de réfléchir. Après, la question est de savoir, est-ce qu'on a travaillé sur nos peurs ? Et très souvent, on a peur de nos enfants. On a peur. On a peur de leurs cris, on a peur de leurs réactions, on a peur de leurs machins, etc., etc. Je suis l'adulte, il est l'enfant. Et ça, c'est un travail au niveau du couple. Je suis désolé, on est obligé d'y aller. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai le droit de voir que mon épouse ou mon époux a peut-être une forme de fragilité dans la conscience qu'il a de ce qu'il représente, a une fragilité dans la conscience qu'il a de ce qu'il représente. Pourquoi c'est son histoire ? C'est à moi de lui donner du poids. D'accord ? Et de l'aider à ne pas avoir peur. Pourquoi ? Alors maintenant, je rentre dans une analyse un peu plus fine, si vous me permettez. Si vous avez le besoin que vos enfants vous obéissent, vous en avez besoin pour vous. Je parle pas, là je vous prends vous, madame, mais je ne parle pas de votre histoire. Si vous en avez besoin pour vous, traduction. C'est je ne sais pas si j'ai une place. Parce que mon mari n'arrive pas à me révéler que j'ai une place par rapport à lui. Donc je suis dans un état d'insécurité. Donc j'ai besoin absolument de savoir que j'ai une place. Donc j'ai besoin pour moi que les enfants obéissent. Parce que si mes enfants n'obéissent pas, donc je ne vaux rien. Et très souvent, c'est ce qui se passe. C'est qu'on est dans une relation de couple dans laquelle l'homme a oublié de rassurer sa femme sur sa place et sur son importance. Ça ne veut pas dire qu'il pense qu'elle n'en a pas. Il a oublié de la rassurer. Il a oublié de le lui signifier. Il a oublié de le lui dire avec des mots. Et elle, il suffit qu'elle ait une forme de fragilité liée à son histoire et pas trop sûre d'elle, etc., ce que vous voulez. Si l'enfant désobéit, c'est une catastrophe. Donc il faut qu'il obéisse. Et l'enfant, qui sont des buvards, ont parfaitement sondé l'affaire.
et c'est sur quoi ils vont jouer. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand il y a ce type de problèmes qu'on peut retrouver, déjà, au mari, si c'est le mari vis-à-vis de l'épouse, au mari de non pas invalider, mais au contraire de comprendre que peut-être, soit sans s'en rendre compte, ils l'ont invalidé, et même si ce n'est pas le cas, de se dire, mon épouse a besoin de sentir qu'elle représente quelque chose, qu'elle a une valeur, et non pas juste à travers ce qu'elle produit, mais à travers ce qu'elle est. Quand moi, je n'ai pas besoin qu'on m'obéisse, c'est là où on m'obéit. Je n'ai pas besoin que tu m'obéisses. Parce que j'en ai pas besoin, c'est là où ma parole, elle est là pour toi, et elle n'est pas là pour moi. Et l'enfant le perçoit. On le perçoit énormément dans l'engagement verbal. Il faut, ça va, détends-toi, tout va bien. Donc, ce sont des points sur lesquels on peut travailler. Après, évidemment, choisissez vos batailles. Et quand un enfant dit non, tu as dit non, mais c'est pas grave, ça sera oui. C'est en quelque part, tout va bien. Se mettre en distance émotionnelle, c'est facile de le dire ce soir à 22h après avoir mangé un plat de pâtes, être détendu. Quand on est à 18h le soir, c'est un peu plus complexe. Mais à un moment, savoir quels sont les points sur lesquels j'entends ce que tu dis, toujours, j'entends ce que tu dis, mais c'est comme ça. Et parfois, il ne veut pas, on le prend par la main, on met là-bas. Je suis désolé, ton acte a une conséquence. Utilisez beaucoup ce mot-là. Ce que tu viens de faire va avoir une conséquence. Ce n'est pas t'es puni, c'est une conséquence. Comme quand tu manges trop de chocolat, il y a une conséquence, c'est comme à le bras. Il va y avoir une conséquence. Vous pouvez travailler sur des enfants qui ont tendance à ne pas vouloir obéir en créant, et vous pouvez faire beaucoup plus facilement à Strasbourg qu'à Paris, en faisant telle sorte d'avoir un rythme avec chaque enfant de manière particulière. Le vendredi soir, après le repas, surtout en hiver, chaque semaine, vous, madame, vous êtes décalqué de fatigue, clairement, et c'est normal. Vous en prenez un, vous allez vous promener, juste comme ça pour être ensemble. C'est ce qui permet de recréer le lien. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien fou que ça leur fait en dehors des problématiques liées à la fratrie. Maman elle part, l'enfant il est là, et comme chaque enfant c'est qu'une semaine, ça sera dit, vous le prenez. Et on se promène, vous lui racontez votre vie, votre enfance, et raconte-moi, etc. Voilà. Ça recrée le lien. Et quand vous êtes dans un lien dans lequel l'autre vous nourrit, vous n'avez pas envie de le décevoir. Et à partir de cela, évidemment, les choses deviennent un peu plus simples. Voilà, c'est quelques pistes. Alors, si vous rencontrez maintenant tout le quartier tous les vendredis soirs, c'est pas grave. Avec vos enfants, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, quand vous croisez le copain et la copine, salut, et vous continuez. Parce que c'est votre enfant qui est le plus important maintenant. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ce type de rituel, et je dis Strasbourg, c'est quand même beaucoup plus simple, on peut le faire, leur apporte énormément. D'abord parce que chacun sait qu'il a sa place, il y a un lien qui se construit, et à partir de cela, donc, l'enfant peut être plus à l'écoute de votre part. Voilà. Je n'ai pas dit que ça va marcher, mais ça fait partie des choses qui peuvent aider. D'accord ? Oui. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchisation de l'autorité ? C'est-à-dire, par exemple, le père, le père, il y a beaucoup de gens qui pensent que le père, ça ne doit pas bouger. Ce qu'il dit le père, personne ne peut rien dire. Et la mère, ça vient après, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, est-ce qu'on enlève le mot père et mère par mari et femme ? Désolé, c'est pas sympa, Souji. Parce que père et mère et mari et femme, c'est pas toujours la même chose. Ce qui est sûr, vous avez totalement raison, le père souvent incarne l'autorité. Il incarne l'autorité, mais c'est parce qu'il incarne l'autorité qu'il va imposer, je dis bien le mot imposer à l'enfant le fait, c'est comme ça que tu parles à maman. C'est-à-dire que à un moment, l'enfant doit sentir le poids que le père donne à la mère. C'est fondamental. D'abord parce qu'il ne va pas s'immiscer à l'intérieur d'un interstice qui n'existe pas. Et à partir de là, oui, en effet, de manière générale, maman, elle est un peu plus cool peut-être, mais on en a parlé ensemble. Mais clairement, papa, bouge pas, et maman, on manipule, non, même pas en rêve. Clairement. Mais c'est sûr et certain que l'enfant sait très bien qu'il peut y avoir une petite différence, quoique parfois certaines mères sont plus carrées que les pères. C'est pas pour rien qu'il y a marqué que Rachem Av Albanim,
comme un père a pitié de ses enfants. C'est curieux. Ave. Le père peut avoir aussi cette forme de pitié pour l'enfant, alors que la mère est tellement à l'intérieur de sa réflexion au niveau de la construction de l'enfant que parfois elle peut mettre ça un peu côté. Mais ça, c'est encore d'autres sujets. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça, je pense qu'il faudrait voir les choses. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'enfant qui était sur le canapé Shabbat. Je pense que c'est mon fils. Mais J'en souviens. Mais du coup, vous disiez qu'il testait. Comment on doit répondre à ce test? Lui montrer qu'il a gagné ou le... Mais il a rien gagné parce qu'il n'y a pas de bataille. Tant mieux, c'est un test. Est-ce que papa, maman vont réagir? Je sais que ça les énerve. Mais ça ne m'énerve pas. Mais c'est un... Enfin, si c'est un sujet qui est important. Ce n'est pas un sujet important, mais c'est Mazal Tov, bienvenue au club. Madame Oti. Le travail à faire justement, c'est de remettre les choses. Écoutez, il y a une fois une maman qui a été voir le Rav Shteimon Zecher Tzadik Livracha. Parce qu'elle avait un problème avec son enfant bar mitzvah. Elle disait, mon fils, il est bar mitzvah, il se lève tard. Il arrive en retard à la file, voire même il n'y arrive pas. Alors Shteimon a dit, ben, essayez de dormir. Mais laisse-le dormir. La mère juive. Moi, Rav Shteimon a dit cette phrase. Il dit, dis-moi. Il ne lui a pas dit, dis-moi, il lui a dit, dites-moi. Vous voulez qu'il reste juif? Vous voulez qu'il reste juif? Vous voulez que ça soit ça pour le judaïsme? Que le vendredi ça soit ça, une course autour de la table pour les mettre autour de la table? C'est ça qu'ils vont garder? Ça ne représente rien. Remettons les choses à leur place. Je veux dire, la question est de savoir c'est quoi les priorités. Moi, l'autre jour, je lutte beaucoup sur les problématiques des kidouches arrosés avec vodka, bière et ce que vous voulez. D'accord? Clairement. Il se trouve qu'en plus, j'ai une épouse qui, entre autres, est thérapeute et qui récolte les dégâts de ce genre de choses. L'autre jour, j'étais dans une conférence dans une province française et quelqu'un m'a dit « Oui, mais si on ne leur sert pas, ils ne viendront pas à la choule. » J'ai dit « Ben, qu'ils ne viennent pas. » Et la Torah me donne raison. Si la Betsibourg, c'est éventuellement Dora Banane, faire souffrir sa femme et ses enfants, c'est un Dovaïta. Si tu la fais faire aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ben, tu as une mitzvah de la Torah, tu transgresses 15 interdits en rentrant chez toi, en faisant souffrir ta femme, ils sont de honneur, enfin des trucs sur lesquels je raconte parce que les versets il dit, et non, kadosh, kadosh, kadosh. On s'en fout. On s'en mord. Il faut remettre les choses à leur place. Et là-dessus, l'enfant sait que c'est important pour vous. Pour des raisons qui sont les vôtres, que je ne jugerai pas, mais qui vous rassurent. Le montre-lui que ben, ça te fait plaisir, fais-toi plaisir. Et après, il viendra un jour à table. Nous, on en a un. Jusqu'à l'âge de 12 ans, la fille là et lui, c'était deux mondes. D'ailleurs, chez nous, à la maison, comment ça se passait? Les enfants qui n'allaient pas à la chou recevaient des surprises. Ben oui, ben, évidemment. Ben, la chou, c'est de folie. Si tu ne vas pas, pauvre chérie, il faut que tu aies une compensation. Et c'est comme ça que vous leur faites rentrer l'idée. Quelqu'un qui ne va pas à la choule, le pauvre, il ne va pas vivre une expérience très sympa. Donc, l'autre, il est en train de kiffer la vie, et lui, il est là, pauvre malheureux à la maison, il faut bien lui donner quelque chose qui va le nourrir. Puis on a un comme ça, hein, et puis un beau jour, il a décidé qu'il priait à la choule. Mais attention, Marie Bismano, même en été, à 14 ans, que je m'en vais de la maison, vendredi soir, à pied pour aller au Bet Rabat, qui n'est pas 15 minutes comme à Strasbourg, mais une demi-heure de la maison, pour faire Arvit tout seul Bismano. Fais-toi plaisir. Faut les laisser. Choisissez vos batailles. Si le souvenir du vendredi soir, c'est les gros yeux de papa et de maman parce qu'on est allongé sur le canapé, c'est dommage. Je comprends pour vous que ça soit important. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement. Mais, posons-nous la question, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et après, vous savez ce qui se passe? L'enfant, sur la base de ça, j'en ai pas parlé ce soir, parce qu'évidemment, on va rester la nuit ensemble, mais l'enfant va construire des croyances, et des fausses croyances. C'est qu'en vérité, papa et maman ne sont pas intéressés à lui faire plaisir. Et il va voir dans tout ce que vous faites quelque chose qui est là pour ne pas lui faire plaisir, pour nourrir ses fausses croyances. Et vous avez après des jeunes adultes qui ont des fausses croyances, qui ont démarré dans l'enfance et qui en continuent à nourrir. Ah, mais chez nous au Maroc ou en Pologne, on s'en moque. Et regardez ce qui s'est passé après. Regardez. Et dans le monde des thérapies, entendez ce qui se raconte. Mais devant tout le monde, mon père, ma mère, tu parles.
Je suis désolé, je suis dur sur ça, parce qu'à un moment, on n'invalide pas, nos parents fait ce qu'ils pensaient et qui allait aussi dans l'air du temps. Moi, je suis désolé, moi aujourd'hui, j'arrive à la douane, j'ai rien, et je passe comme ça. Sauf quoi, il y a l'uniforme. Aujourd'hui, le gars, il se promène avec 2 mallettes Blia Inara de chez Blia Inara. Je n'ose même pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Il regarde les douaniers. Salut! Pourquoi? C'est plus la même chose. Ce qui pour nous était d'une domaine de l'évidence ne l'est plus aujourd'hui. Donc choisissez vos batailles. Tu es là, Shalom Aleichem, etc. Ah, t'es à table, c'est super. Et embêtant, il n'y a plus de bataille. C'est plus rigolo, qu'est-ce qui se passe? Il va tester autre chose. Hein. Et bienvenue au club. Par contre, il y a des choses sur lesquelles vous ne lâcherez rien. L'hygiène corporelle, par exemple. Attention, quand ils ont 6 ans, 6 se prennent pas la douche tous les soirs, tout va bien, sauf s'ils travaillent dans des mines de charbon, ce qui n'est pas aujourd'hui vraiment le cas de tous les enfants de 6 ans. Tu ne te prends pas 3 assiettes alors que tu ne manges qu'un quart. Que tu ne termines pas tout, je comprends, mais attends, je suis désolé, non, tu termines ça, une fois que tu auras terminé, tu pourras prendre, c'est comme ça. Pourquoi? Pas parce que le gâchis, non, parce que c'est comme ça. Dans la vie, on apprend à savoir gérer sa goinfrerie, d'accord? Etc. C'est ça qui est intéressant dans le couple. À réfléchir, c'est quoi les points importants réellement dans la construction de l'être. Parce que votre gamin qui est sur le fauteuil, le jour où il va grandir et il sera marié, il sera devant sa chaise et il ne sera pas sur le fauteuil. Je vous le garantis. Je vous le signe. Moi, je vous le signe. Et si ça ne se passe pas, vous viendrez me voir. Bon, à la limite, vous me direz, ça ne va passer comme ça ne change rien. Mais clairement... Mais clairement, je vous le signe. C'est comme l'enfant qui ne veut pas manger. Tu l'auras dans 15 ans, entre le banlieue et le machin, tout ira bien, les pizzas, tout le... D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il... Vous voyez? Par contre, si vous avez décidé qu'il n'y a que Shabbat du coca à la maison en semaine, ça oui. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des règles d'hygiène qui sont fondamentales dans la relation au sucre. Et ça, c'est très important au niveau... Parce qu'on a une obligation de faire attention à sa santé. Et puis parce que ça... Il y a des choses qui sont réservées pour Shabbat, il y a des choses qui ne sont pas réservées pour la semaine. Point. Ça, c'est des principes que vous avez mis au niveau de ce que symbolise Shabbat par rapport à la semaine. Vous voyez? Shabbat, c'est un moment avec un plaisir supplémentaire. Donc il y a ça. La semaine, non. D'accord? Autre question? Là, vous parliez du vendredi soir, mais si on... Vous voulez savoir si c'est pas Shabbat midi, c'est ça? Non, mais on parle de manière générale, même le soir. Oui. On va se mettre à table toute la famille, on va manger, on va chanter chez la Maléreine, mais que l'enfant va aller sur le canapé. Est-ce qu'on... Quel âge? Non, mais je sais pas, enfin, on n'en est pas, mais c'est... Alors c'est le même principe chez nous. Je peux raconter, moi j'adore raconter mes vies. Enfin, dans les limites. On en a un. Quand il avait 14 ans, il rentre à la maison, il allait dormir. Il rentre à la maison, il va dormir. 19 heures. Bon, il rentre comme tous les ados. Comment tu sais qu'un ado est rentré chez toi à 2 claquements de porte? Celle de la porte d'entrée, celle de sa chambre. D'accord? Mazel Tov, c'est un ado normal, tout va bien. Et après, il allait dormir. Puis vers 11h, monsieur est maire. Salut! Alors clairement, il n'y a pas la serveuse qui est là en train de dire « puis vous servir ». Il sait que dans le frigidaire, il y a un plat qui va le réchauffer, après mettra son assiette. C'est Samy. Il s'en fiche. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir est-ce que c'est vraiment important ou pas. Surtout si le repas n'est pas un moment de convivialité, un moment de détente, mais s'il est pesant. D'accord? C'est comme le repas de vendredi soir. L'enfant, on mange rapidement. La première partie, après, laisse-le jouer. C'est pas une interrogation vendredi soir. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Comme l'enfant qui rentre du GAN, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Rien. Il a appris et il sait. J'en ai marre. Pourquoi je dois faire un rapport d'activité quand je sors le soir? Si tu as un problème, tu as peur que j'apprenne rien, va voir directement la maîtresse. Ne m'interroge pas moi. Va à la source. Rien. Et comment rien? Mais moi je ne demande même pas, ça m'intéresse pas. Oui, c'est le genre de petites choses, mais on est tous tombés dans le piège. Hein. Mais voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles c'est pas simple quand on a une personnalité un peu carrée, dans lequel article 1, j'ai raison, article 2, quand j'ai tort, se référer à l'article 1. La psychorigidité, c'est pas mal quand on doit tenir face à des défis de la vie, mais dans l'éducation et dans la famille, ça se travaille. Mais c'est une grande qualité, tenir, rien lâcher. Mais il faut savoir sur quoi on lâche les vestes.
C'est pour ça que j'ai commencé. On n'est pas obligé de rééditer le modèle familial. Et si nos parents ont l'impression qu'on est des mauvais parents, c'est leur problème. Point. C'est leur problème. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce niveau-là, les intrusions de beaux-parents, tout est fermé. Mais ma mère, elle a toujours dit que... Non. Quand on a eu le bonheur de marier notre premier enfant, je raconte souvent cette histoire, mon épouse m'a dit « J'ai un cadeau à te faire ». C'est ce qu'elle m'a offert, un rouleau de scotch. Très intéressant. Elle m'a dit à partir d'aujourd'hui qu'on ne parle que si on nous demande notre avis. On est ressources. Alors j'ai dit, mais si tu vois que ta belle-fille donne le biberon par l'oreille, on lui dira que certains pensent que par la bouche c'est mieux. Les chambrines. Non mais ma mère elle a dit, non mais ma mère elle sait. Point. Ça c'est un autre sujet, l'intrusion des beaux-parents. Même pas en rêve. Je le vois en tant qu'on a le bonheur d'être beaux-parents plusieurs fois. Et clairement, tu es là, tu observes, parfois tu dis, on va peut-être faire autrement, mais tu dis rien, tu dis à l'intérieur. Tu dis à l'intérieur. Et quand tu vois qu'à un moment, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, tu dis, non, tu sais, je t'avais dit. On a l'élégance quand même de ne pas te dire. Et c'est là où à un moment l'enfant va t'appeler et te dire, non, on est face à ça, qu'est-ce que tu penses? Écoute, je sais pas. Mais j'ai l'impression que peut-être éventuellement, mais il faut que tu vois ça avec ta femme, et moi j'ai éventuellement cette idée que, point la vie. Ah, c'est mes parents. Ah oui, alors. S'ils nous ont jugés assez grands pour nous marier, c'est qu'ils nous jugent assez grands pour éduquer nos enfants. On ne donne jamais de conseils à des gens qui ne voulons pas demander. Jamais. Et si vos parents sont comme ça, exit avec douceur et élégance. On va leur dire, oui, j'entends parfaitement ce que tu dis, c'est vrai, c'est important, on va y réfléchir. Parfois, c'est pas simple. Hein. Il y a des parents qui veulent rester parents alors que leurs enfants sont devenus parents. Ça, il faut le faire avec élégance, avec finesse, mais à un moment, on leur explique que existe. La meilleure des techniques, c'est dire que ça met en danger le couple. Alors, si la mère a envie de récupérer sa fille, elle est très contente, elle continue. C'est ce qu'on appelle le divorce par procuration. J'ai pas pu divorcer de ton père, je vais te faire divorcer. C'est un grand classique. Si on n'est pas là-dedans, généralement, les parents comprennent que s'immiscer dans l'histoire de l'éducation, ça peut créer des tensions dans le couple, ils prennent des distances. Mais parfois, non. Il y a tous les modèles. Hein. C'est l'enfant qui dit à son... La mère qui dit « J'ai pas l'impression que tu te sens bien, mon fils. Vous vous êtes la soleil au soir déchiré. Ça va très bien. Je sais tout bien que tu ne dis pas la vérité. Ça va très bien. Protégeons notre couple contre la toxicité des beaux-parents qui ne connaissent pas les limites. Parce que vous le verrez par la suite, au niveau de l'éducation, t'envoies les enfants chez les grands-parents. Il faut poser les règles. On ne les a pas toujours les mêmes. Bon, on ne va pas rester la nuit entière parce que vous voyez qu'on ouvre des sujets. Voilà, je vous donne des éléments de réflexion. Dernière question. Allez-y. Sur la question de Shalom Aleichem, mais c'est la question, elle se pose sur n'importe quel rituel religieux. L'enfant, il est tout à fait légitime pour le parent de penser de son enfant, sa réaction, ça va pas tant être de dire très bien, finalement papa il s'intéresse pas à ce test-là, donc je vais revenir à table, et que la réaction de l'enfant, ça va être bon, papa ça l'intéresse pas tant que ça finalement de prendre un petit peu de temps pour instituer qu'il douche. Papa ça l'intéresse pas tant que ça de pas sortir Shabbat avec un coup de pied aux fesses en faisant d'aller en 3 minutes, mais plutôt que papa on voit que papa il tient à tenir les chants de Hakaz, etc. C'est ce qu'on Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. L'enfant va vous voir, vous, dans ce que vous faites. Il va vous voir dans votre Shalom Aleichem, dans votre kidouche, dans cette vraie joie. L'enfant va vous observer. Et c'est l'observation qu'il va faire de vous qui va créer chez lui la relation à la chose. Je vais vous dire, moi je le vois maintenant quand on va chez nos enfants, comment ils sont dans l'exactitude de ce qu'ils ont entendu chanter, alors que parfois ils chantaient plus qu'à mi-voix. Alors que là, c'est à la virgule près. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu quelque chose, et pendant quelques fois, ils le feront pas toujours. Mais il faut aussi savoir, et c'est pour ça que ça serait un autre sujet, comment créer une appétence par rapport à toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait du sourire, il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut que ça soit sympa, quoi. D'accord ? Il faut que ça soit sympa. Je veux un exemple très simple. Le seder de Pessah. Il faut à un moment s'allonger pour manger la matzah.
On a des scènes historiques il amène le matelas, le truc, le machin pour se coucher. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors que moi, je suis là sur mon coussin en équilibre. Et lui, il amène le matelas de la chambre et le truc. C'est là où il se rend compte qu'en vérité, ça va. Vous comprenez ? C'est beaucoup plus cette tranquillité dans laquelle on vit les choses. Évidemment, vous avez totalement raison. S'il voit papa, et on passe à autre chose, d'un moment, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais s'il voit que vous le vivez pleinement, il dit, t'as pas envie de venir avec nous à table pour faire kidouche, ça serait sympa quand même. Bon, j'ai l'impression que tu es fatigué, ok, il n'y a pas de problème, mais bon. Allez, Shalom Aleichem. Il vous voit content, il voit que vous n'êtes pas touché, vous l'avez proposé, et après vous vivez un truc. L'enfant va adhérer à ce qui pour lui est symbole de joie, de bien-être, de quelque chose qui est vivant, qui n'est pas pesant. Oui. Si je comprends bien, oui. Dans la vie de tous les jours, et qu'on va devoir rentrer en confrontation pour se brosser les dents, pour aller se coucher à l'heure, ça, il n'y a pas de souci de rentrer en confrontation et de forcer l'enfant un petit peu à... Je le rappelle, quand on est d'accord, oui, je sais que tu n'as pas envie d'aller dormir, mais c'est quand même lourd. Dans la vie religieuse, à aucun moment, on va rentrer en confrontation. Pardon ? Dans la vie religieuse, à aucun moment... Ça dépend sur quoi, mais il ne faut pas oublier que la vie religieuse, il n'en comprendra jamais la nécessité avant un certain temps. Par contre, la nécessité de se brosser les dents, de dormir, il la comprendra relativement vite. Donc, on a ici l'enjeu, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Transmettre, c'est avoir envie de transmettre ce que l'on a vécu. Donc, oui, on va bien sûr mettre des règles, mettre en place des choses, etc. Mais, à un moment, rappelez-vous de la Madeleine de Proust. Il faut que la Madeleine de Proust de l'enfant dans les dimensions religieuses soit essentiellement liée à quelque chose qui était du plaisir et sympathie. C'est tout. Mais tu peux sans problème imposer dès lors que l'enfant se sent entraîné dans une dynamique. On va se laver les mains, on met la kippa, etc. Mais tout ça... Alors bien sûr, il y a un âge, l'enfant il enlève sa kippa, il la jette par terre. On ne fait pas attention à ça. Bon, vous comprenez pourquoi un cours ne suffit pas dans ce domaine, mais là-dessus... c'est comme ça c'est la règle pour telle et telle chose. Pour le reste, il y a votre vécu et toute une ambiance familiale qui fait que l'enfant, il est entraîné autour de ça. Il faut que la Torah soit pour lui symbole de quelque chose qui la nourrit. J'ai un exemple très simple. La fête de Sukkot. La fête de Sukkot, bien un enfant peut la vivre, soit on va sous la Sukkot, alors on espère qu'il ne va pas pleuvoir, ou alors on cherche des tentures, on monte le truc, je te monte sur le toit, je te fais des ambiances, etc. Pour lui, c'est un truc de fou furieux. 14 Hametz. 14 Hametz, on va chercher les pieds, le truc, le machin, je me cache sous le lit. Et pour lui, tout ça, ça le nourrit. Et c'est là où c'est très intéressant. Shabbat. Allez, ce Shabbat, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Allez, qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat ? C'est-à-dire, quelque part, l'enfant voit qu'il y a cette dimension. Et donc, c'est ça qui va le nourrir et qui fait que, après, même s'il n'y a pas d'obligation, pour lui, c'est fondamental. Vous voyez ? Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre accueil. Et beaucoup d'atzlacha dans l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants, même s'ils sont grands, on continue à les éduquer à travers ce qu'on leur transmet, à travers ce qu'on essaye d'être. Et surtout, pas de culpabilité. Dans la vie, on rate moins. On est ensemble, on est en équipe, on a besoin de se soutenir l'un l'autre. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, les choses avancent. Merci pour votre écoute. Pour ceux que ça intéresse, je me suis permis d'amener ici à la vente 2 livres. C'est le numéro 2 et 3. D'accord ? Le 4, vous pouvez l'acheter en librairie. Le 2, ça s'appelle, le titre du deuxième, et j'ai déjà oublié, c'est La chèvre dans un placard, réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs. Et le troisième s'appelle Le miroir d'argent, réflexion sur la place de l'argent dans la famille. Si vous avez envie d'en acheter, j'en ai quelques-uns, au prix de 20 €. Et bonne fin de soirée à tout le monde.